Figurez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 7 janvier 2018. Comme j'ai commencé cette série de vidéos en janvier 2017, j'en conclus que cela fait maintenant une année que je travaille pour faire toutes ces vidéos. Et là, on arrive à la 28e, je vais avoir 81 ans. Je viens donc de consommer 10% du temps qui me reste à vivre pour faire cette série. Et je me demande ce que je vais faire des 10% suivants. En effet, je viens de publier dans une revue russe un travail qui représente une toute autre perspective. Et vous savez ce que j'ai coutume de dire, ce ne sont pas les chercheurs qui s'approprient les idées, ce sont les idées qui se sautent sur les chercheurs et qui s'en emparent. Alors j'étais tranquille, mais une idée est passée et j'ai été contaminé. Ceci étant, avant de passer à d'autres perspectives de recherche, à ce qu'on pourrait appeler Super Janus, eh bien le modèle Janus tel qu'il se présente, il faut quand même le finir. Donc ça va m'amener à répondre à un certain nombre de questions que se posent les internautes. Vous avez vu que mon modèle Janus reposait sur deux équations de champ couplées, dont la solution était un couple de métriques. Maintenant, les internautes me demandent comment, à partir de ce système d'équations, fait-on apparaître les lois d'interaction? Oublions pour le moment ce système d'équations et revenons à la classique équation d'Einstein, dont la solution est effectivement une métrique. Alors maintenant se pose un problème fondamental. Lorsqu'on a une métrique, comment fait-on pour faire émerger la famille de géodésiques qui en découle? Ces vidéos ont été une aventure pour moi à cause de leur système de double lecture. Bien sûr, il y a les gens qui ne sont pas ferrés en mathématiques, mais qui, à travers des images, tout ce que je pouvais montrer avec de la ficelle, du carton, ont pu comprendre un petit peu de quoi il retournait. Mais il y a aussi ceux qui ont le niveau mathématique supérieur. C'est un bien grand mot qui représente simplement la population des gens qui savent ce que c'est qu'un sinus, un cosinus, une exponentielle, un logarithme, une dérivée première, seconde, une équation ou dérivée partielle. Enfin, finalement, pas grand-chose. Et l'expérience montre qu'avec ce peu de bagage mathématique, on peut défendre dans les tréfonds de la relativité générale. Et ça, c'est un peu un pied de nez pour ceux qui se servent de cela pour passer pour des savants. Bien sûr, à la question « Comment fait-on à partir d'une solution métrique ?» pour construire la famille des géodésiques qui vont avec, je ne pourrais pas répondre à cette question à ceux qui n'ont pas ce petit bagage mathématique. Mais pour les autres, eh bien, le PDF est tout prêt. Pour les niveaux Mathsup, eh bien, vous téléchargez à l'adresse qui est au-dessus. Disons que l'outil mathématique qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les équations de Lagrange. Et là, j'avais déjà un cours tout prêt. Alors ce cours, il faut que vous alliez le chercher à l'adresse suivante, et ce sont les aventures de Nicolas Bourbakov. J'ai écrit ça il y a une vingtaine d'années, et j'avoue que si le ministère de l'Éducation nationale m'avait donné carte blanche, tous les cours auraient été sous cette forme. Parce que je pense que quand on ne s'amuse pas, c'est pas vraiment sérieux. Alors, qui est Nicolas Bourbakov? Eh bien, c'est un jeune mathématicien qui s'est enfui d'un pays où règne une répression féroce et qui gagne une localité qui s'appelle Zunbulak, qui est en Mongolie extérieure et où des transfuges conduits par un Français qui s'appelle Hubert de la Boissinière sont en train de construire une nef qui est une véritable arche de Noé pour s'échapper de la Terre étant devenue une planète qui court à la catastrophe. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, toujours est-il qu'ils partent dans cette nef. Là, vous avez la cabine occupée par Nicolas Bourbakov.
Et puis comme le voyage est un peu long, eh bien à un moment, chacun essaye de se distraire comme il peut. Et là, vous avez une image où Hubert de la Boissinière s'amuse à faire des films de savon avec 2 anneaux en fil de fer. Et Bourbakov regarde Boissinière en train de faire ça, lui dit, vous savez que il y a une technique mathématique pour déterminer l'équation de la méridienne de cette surface. Ah bon, dit Boissinière, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Et alors oui, effectivement, et pour tuer le temps, Bourbakov leur fait un cours, et c'est un séminaire à bord de cette nef où assistent différents participants. Alors, Bourbakov montrera comment, en rendant minimale la surface du film de savon qui s'appuie sur les 2 cercles, eh bien, on aboutit aux équations de Lagrange. Autrement dit, pour les niveaux maths sup, vous commencez par lire l'histoire de Nicolas Bourbakov, et puis après, vous appliquez ça au calcul des géodésiques. Alors vous allez sur le Adler et Schiffer et Bazin. Si ça n'est pas déjà fait, vous téléchargez le bouquin à partir de mon site. Ça se situe entre les pages 200 et 203. Vous avez la métrique qui est là, puis voilà le résultat final que vous obtenez. Au passage, vous avez le détail de ce calcul dans le PDF Janus 24 dont l'adresse figure ci-dessus. Alors vous voyez, c'est une intégrale qui vous donne l'angle polaire phi en fonction de petit u qui est l'inverse du rayon. 2 fois petit m, c'est pas une masse, c'est le rayon de Schwarzschild. Petit c, c'est la vitesse de lumière. Petit l et petit h, ce sont des paramètres qui déterminent la forme de ces géodésiques. Alors vous transformez ça en programme qui vous donne l'angle phi en fonction des valeurs successives de petit u. Bien, reprenons l'expression de cette métrique de Schwarzschild telle qu'elle apparaît au bas de la page 194 de l'ouvrage de Adler, Schiffer et Bazin. On grossit. Alors vous avez un terme en dx0 carré et x0, c'est une longueur, mais c'est la variable chronologique qu'on va identifier après à ct, t étant le temps. Et puis vous avez 2 petits m qui n'est pas une masse mais une longueur, c'est justement cette longueur de Schwarzschild. Donc on reprend ce que nous avions présenté plus tôt en faisant apparaître le temps et la vitesse de lumière, et puis en remplaçant 2 petits m par alpha, qui est une constante d'intégration qui peut être positive ou négative. Ici, je reprends la formule de la page 203 qui donne le tracé des géodésiques. Et là encore, la quantité de petit m, je la remplace par cette quantité alpha qui peut être positive ou négative. On fait le point. Nous sommes toujours sur l'équation d'Einstein. À partir de cette équation, un certain M. Schwarzschild, en 1916, a sorti une solution sous la forme d'une métrique qui porte son nom, la métrique de Schwarzschild. Ceux qui ont un petit niveau mathématique ont pu retrouver la formule qui permet à partir de cette métrique de tracer les géodésiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette grandeur 2m ou alpha? Eh bien, c'est une constante d'intégration que l'on assimile à 2g grand M sur C2, où g est la constante de la gravitation, c la vitesse de la lumière, et m c'est une masse. Alors classiquement, cette masse, elle est positive. C'est-à-dire que ça représente la trajectoire de particules témoins qui circulent au voisinage d'une masse m. Alors classiquement, cette masse est positive. Et on obtient des trajectoires géodésiques qui feront effet d'une déflexion, synonyme d'une attraction, qui sera d'autant plus importante que cette géodésie s'inscrira près du centre géométrique de cette solution de l'équation d'Einstein. Mais là, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en relativité générale, les masses, ça n'existe pas. Là, quand je représente ces courbes, ce sont les trajectoires géodésiques qui sont déduites de cette solution géométrique, qui est une métrique. Et on décide que ce seraient les trajectoires que suivraient des particules témoins qui suivraient alors ces géodésiques. Mais c'est une hypothèse.
quand vous prenez l'équation d'Einstein, la voilà, et bien il n'y a pas de masse ponctuelle. Il y a simplement deux cas de figure. Soit alors on est dans le vide et le second membre est nul, soit alors on est à un endroit de l'espace où il y a de la matière, et à ce moment-là, le second membre t n'est pas nul, mais c'est une fonction continue. C'est une distribution continue de matière. Il n'y a pas de masse ponctuelle. Comme je vous l'ai montré dans la série des vidéos Janus 22 1 à 5, en 1916, Karl Schwarzschild a commencé par s'intéresser au champ gravitationnel à l'extérieur d'une masse, et pour ça il a utilisé l'équation d'Einstein à second membre nul. Puis ensuite, quand il s'est intéressé au champ à l'intérieur de la masse, eh bien il a utilisé l'équation de champ à second membre non nul. Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les gens qui ont construit le modèle du trou noir? Eh bien, ils ont bricolé une solution qui se réfère à une portion de l'espace à second membre nul, c'est-à-dire ils ont construit l'image d'un objet hyperdense à partir d'une solution qui se réfère à une portion d'espace-temps vide. Et cela, ça a été fait et c'est poursuivi par des gens, comme vous avez pu le voir au colloque Cosmo 17 d'août 2017, dont beaucoup ignorent même l'existence de cette seconde solution. Solution qui correspond au second papier publié en 1916 par Schwarzschild, mais qui n'a été traduit en anglais qu'en 1999, un article où il décrit la géométrie à l'intérieur d'une sphère emplie de matière de densité constante. Revenons à la question qui nous préoccupait. Dans les années 50, lorsque les cosmologistes se demandent comment des particules peuvent se comporter face à des masses négatives, ils ne disposent que d'une seule équation, celle d'Einstein, et puis d'une seule métrique, donc d'une seule famille de géodésiques. Donc la seule chose qu'ils supposent, c'est que les particules, qu'elles soient positives ou négatives, suivent les mêmes géodésiques. Je vous ai déjà montré ces page 425 dans le livre d'Adler, Schiffer et Bazin, à quoi ressemble le tenseur énergie-matière. Alors là, il y a une pression, et cette pression, c'est ρV2 sur 3, où V est la vitesse d'agitation thermique. Et comme elle est faible devant C, eh bien, dans ce qu'on appelle un univers de poussière, un univers où les vitesses des particules sont faibles devant la vitesse de la lumière, eh bien, ce tenseur, finalement, il se réduit à ça. Alors vous voyez tout de suite une chose, dans une région de l'univers où la densité de matière serait négative, eh bien ça revient à changer le tenseur T mu nu en moins le tenseur T mu nu. Tout ceci se répercute pour toutes les solutions qu'on va sortir de l'équation d'Einstein, ainsi pour la solution de Schwarzschild, au voisinage d'une concentration de matière grand M négative, eh bien on aura une métrique où il suffit simplement de changer la constante d'intégration alpha égale 2gm sur C2 en moins alpha. Autrement dit, vous prenez la solution de Schwarzschild, vous faites un simple changement de signe, et comme c'est une constante d'intégration, eh bien c'est toujours solution de l'équation d'Einstein. Et même chose pour la formule qui permet de tracer des géodésiques. Là encore, avec un simple changement de signe, on obtient la formule qui permet de tracer les géodésiques correspondant à une répulsion. Si vous programmez cette formule-là, vous obtiendrez à ce moment-là une déflexion correspondant à une répulsion, l'effet étant d'autant plus important que la géodésique est plus proche du centre géométrique de cette solution. Dans mes recherches, j'ai été très influencé par le refrain d'une des chansons de ceux qu'on appelait les frères Jacques, et voici le passage en question. Et comme dirait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Et comme dirait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Ce que je viens de présenter en est un exemple parfait. Vous voyez qu'en changeant un signe, on voit apparaître tout un pan de recherche, ces trajectoires, avec un champ répulsif.
Et ça marche aussi avec la métrique intérieure. Toujours est-il que ça permet d'illustrer ce qui émerge de l'équation d'Einstein. Les masses positives attirent tout et les masses négatives repoussent tout. Bien, gardez bien en tête les lois d'interaction telles qu'elles émergent quand on ne considère que l'équation d'Einstein seule. Donc les masses positives s'attirent mutuellement, les masses positives attirent les masses négatives se repoussent mutuellement, et les masses négatives repoussent les masses positives. Et ça va nous créer le fameux paradoxe Runaway. Un paradoxe qui aura empêché tout recours aux masses négatives pendant 60 ans. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, imaginez que vous considérez une masse positive et une masse négative qui se rencontrent. Eh bien, la masse positive va s'enfuir, poursuivie par la masse négative. Et si ces deux masses sont dans le rapport plus ou moins m, la distance entre les masses va rester constante, mais elles vont accélérer continuellement. Et l'énergie cinétique va se conserver puisque une des deux masses a une énergie 1,5 de mc2 qui est négative. Difficile de construire une physique avec un phénomène pareil. Pendant 60 ans, c'est ce qui a fait dire aux physiciens et aux cosmologistes « on veut bien mettre des masses négatives dans l'univers, mais c'est pas possible ». Il semble qu'il faille néanmoins écouter ce que nous disent les équations. Vous avez vu que quand on considérait l'équation d'Einstein, eh bien, elle s'accommode très bien de solutions métriques qui traduisent à la fois une attraction ou une répulsion. Au passage, je vous signale que dans les deux cas, c'est-à-dire dans l'approximation newtonienne, ces forces, qu'elles soient attractives ou répulsives, sont en 1 sur R2. J'expliquerai ça dans un PDF, un autre, mais pour les niveaux maths sup, eh bien, ils trouveront ça dans le Adler, Schiffer et Bazin, page 134. C'est simplement une considération purement géométrique. Ceci dit, est-ce que c'est pas a priori une erreur de considérer que des masses positives et des masses négatives placées dans le même champ de gravité vont se comporter de la même façon ? Alors c'est ce qui découle de l'équation d'Einstein. Lorsque une masse positive crée une géométrie locale, eh bien des masses témoins, qu'elles soient positives ou négatives, se comporteront de la même façon. Elles seront toutes les deux attirées. Inversement, si ce qui crée le champ, c'est une distribution de masse négative, eh bien encore une fois, nos particules témoins, positives ou négatives, vont se comporter de la même façon, c'est-à-dire qu'elles seront repoussées. Si on veut envisager des comportements différents de masse positive et de masse négative dans un même champ de gravité, eh bien, il faut deux métriques. Et s'il faut deux métriques, il faut deux équations de champ. Donc, il faut toucher au sacro-saint modèle d'Einstein. Autant aujourd'hui, vous avez des milliers de chercheurs qui se tournent vers ce versant obscur de la science, vers cette science noire, en grattant des milliers de pages sur les supercordes, sur la gravitation quantique avec ou sans boucle, les singularités, les murs de feu, la quintessence, la gravitation de Newton modifiée, la thermodynamique des trous noirs et même le multivers, autant envisager qu'on puisse non pas sortir du modèle d'Einstein mais l'étendre, semble être d'une déraison totale. Et combien d'années ou de décennies s'écouleront-elles avant qu'on envisage une chose pareille? Je vais maintenant essayer de préciser comment j'ai construit ce modèle Janus. Contrairement à ce que pensait Sakharov, il n'y a pas deux univers mais un seul. Avec un seul champ d'énergie-matière qui sera soit positif dans les régions où se trouve de la masse positive, soit négatif dans les régions où se trouve de la masse négative, soit nul dans des régions de l'univers qu'on considérera comme vides. Ce champ peut alors être lu, interprété de deux manières différentes. Et finalement, ces métriques G plus mu et G point mu se présentent comme des outils de lecture. Elles traduisent le comportement de l'observateur. Ainsi, une force gravitationnelle qui pourra se présenter comme attractive pour un observateur fait de masse positive sera répulsif pour un observateur de masse négative et vice-versa. Alors maintenant, comment traduire ça avec des équations de champ? On va d'abord faire en sorte que la première équation devienne l'équation d'Einstein
lorsque la masse positive domine. Donc il y aura le même premier membre. La solution de cette équation de champ sera la métrique G plus mu nu qui décrira le comportement des particules de masse positive dans le champ T mu nu. Mais ce champ T mu nu pourra aussi bien être positif, auquel cas ce sera la trajectoire des planètes dans le système solaire, ou alors correspondre à une distribution de masse négative, auquel cas ces particules plus, eh bien, elles sont repoussées. Et puis la seconde équation sera semblable, et pour que ces lois d'interaction correspondent à ce qu'on souhaite, on mettra simplement un signe moins. Ce système de deux équations de champ couplées présentera des solutions qui seront sous la forme d'un couple de métriques G plus mu nu et G point mu nu. Et si par exemple une des équations dans une région de l'espace-temps fournit une solution du type Posy-Schwarzschild, alors vous reconnaissez, parce qu'on en avait déjà parlé au-dessus, la métrique Posy-Schwarzschild extérieure, et puis en dessous la métrique trouvée par Schwarzschild, son deuxième article, c'est-à-dire la métrique Posy-Schwarzschild intérieure. Maintenant, si on se réfère à la seconde équation, eh bien, on aura des solutions du type Négat-Schwarzschild, et on a juste à changer les signes. Ces signes changés sont en rouge. Et vous aurez Négat-Schwarzschild extérieur au-dessus, et Négat-Schwarzschild intérieur en dessous. Alors si dans cette partie de l'espace-temps le champ T mu nu au contraire était négatif, eh bien il faudrait permuter les deux jeux d'équations. Dans les deux cas de figure, on voit que si un champ se trouve être attractif pour une espèce, eh bien pour l'autre, il est répulsif. Et on aura constitué notre système nouveau de lois d'interaction. Résumons. Les masses positives s'attirent mutuellement par la loi de Newton. Les masses négatives s'attirent mutuellement par la loi de Newton. Mais les masses de signes opposés se repoussent par anti-Newton. Revoyons les lois d'interaction entre masses de différents signes selon le modèle d'Einstein, c'est-à-dire le phénomène Runaway. Et maintenant, ce que donne le modèle Janus. Voilà. Bien, dans cette vidéo, la question qui m'était posée, c'est comment est-ce qu'on déduit les lois d'interaction du système des deux équations de champ couplées. En fait, c'est l'inverse. J'ai expliqué comment, en 1994, dans Nuevo Cimiento, j'ai reconstruit un système d'équations de champ pour pouvoir obtenir ces lois d'interaction qui me paraissaient plus saines et plus logiques. Ceci étant, ces deux équations ne sont pas identiques à ce que j'ai présenté dans les vidéos. Alors effectivement, le second membre T mu nu, eh bien, on peut déjà le découpler en introduisant une contribution T plus mu nu pour les masses positives et T moins mu nu pour les masses négatives. Alors on obtiendrait ceci. À ce stade, il se trouve que lorsqu'on cherche à obtenir une situation instationnaire avec ce système d'équations, eh bien ce système est trop contraint et les deux univers sont pratiquement la copie l'un de l'autre. Donc si on veut introduire cette dissymétrie et en plus conserver l'énergie, alors il faut rajouter ce terme. Et là, on retrouve les équations du modèle Janus. Alors qu'est-ce que c'est que cette fraction qui se trouve sous les racines? Eh bien c'est le rapport des déterminants des deux métriques. Mais là, je m'arrête parce que c'est pour les niveaux maths sup. Ceci étant, ça fournit l'accélération de l'expansion cosmique, la structure à grande échelle de l'univers, le confinement des galaxies, ça permet de retrouver leur courbe de rotation plate, la structure spirale, ça explique la nature de l'antimatière cosmologique, enfin, etc., etc. Ça marche pas trop mal. Il y a une autre question qui est posée par les internautes. Quelle est la signification géométrique de cette inversion des flèches du temps et de cette sorte de symétrie miroir, de cette énantiomorphie? Il se trouve que même pour les mathématiciens géomètres d'aujourd'hui, c'est un concept relativement nouveau. Et on peut conjecturer que ce sera relativement difficile à faire passer dans le milieu scientifique. Dans cette suite de vidéos, ce que j'ai montré finalement très progressivement, c'était les limites de notre sens commun. Rappelez-vous
la vidéo Janus 6 est cette histoire de paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen, de paradoxe EPR. Là, si vous arrivez à décrypter ça avec votre bon sens, bonjour. Un autre exemple, c'est celui de la relativité restreinte. Qui est-ce qui est à l'aise avec un espace de Minkowski où le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la différence des carrés des deux autres côtés? Personne, pas plus moi qu'à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela montre? Eh bien, que les mathématiques, que le mathématicien Jean-Marie Souriau aimait à considérer comme étant la grammaire de la nature, s'impose comme une façon de lire le réel qui est meilleure que notre sens commun. Sinon, si nous utilisions ce même sens commun, eh bien le réel nous semble absurde. Il y a un autre exemple emprunté aux mathématiques qui est particulièrement amusant. Le mathématicien Stephen Smale, américain, un jour a sorti un théorème selon lequel la sphère ne possédait qu'un seul groupe de homotopies. Absurde, lui dit son patron, Raoul Bott. Si c'était vrai, on pourrait retourner une sphère recto verso. Et Smale dit, mais oui, on doit pouvoir le faire. Et Bott réplique, mais comment faites-vous? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Il a fallu 10 à 20 ans pour qu'on trouve comment il fallait procéder. Là, vous avez une note au compte-rendu où ça se trouve décrit. Si vous en êtes curieux, vous pourrez télécharger l'article à cette adresse, mais je vous préviens, prenez de l'aspirine préventivement. Comme j'avais trouvé ça très amusant, j'ai inventé le retournement du tort qui passe par le double revêtement de la bouteille de Klein qu'on voit sur le dessin, en bas à gauche. Encore un autre compte-rendu à l'Académie des sciences, toujours présenté par l'académicien et mathématicien André Lichnerowitz, et qu'on pourra aussi, par curiosité, télécharger à cette adresse. Là, vous avez cette suite de magnifiques dessins qui ont été publiés dans le numéro de janvier 1979 de Pour la Science, qui est l'édition française du Scientific American, mais manque de fair play de la part des Américains, ils n'ont pas voulu le publier dans l'édition américaine de Scientific American. Et ça, c'est un petit peu typique de ce qui se passe aux États-Unis. Ils n'aiment pas beaucoup donner écho à quelque chose qui ne vient pas de chez eux. Ce que vous devez retenir de tout cela, c'est que les mathématiques avaient prévu qu'on pouvait retourner une sphère et un tore recto verso. Alors à quoi doit-on se fier? À son bon sens ou aux équations? Là, c'est un peu les deux. Par exemple, Jean Edman, qui était monsieur cosmologie dans les années 70, il disait « Quand on veut parler de trou noir, il faut laisser son bon sens au vestiaire ». Alors là, vous avez vu dans ce que j'ai mis dans les vidéos Janus 22, 1, 2, 3, 4, 5, que le bon sens était quand même quelque chose qui évitait de dire des bêtises. Maintenant, quelle est la pierre de touche? Quel est le critère? Eh bien, s'agissant d'astrophysique ou d'un modèle cosmologique, le critère, c'est l'observation. Pendant plus de 30 ans, des milliers de scientifiques se sont jetés sur cette théorie qui s'appelait la théorie des supercordes. Ça a donné des milliers d'articles et des centaines de thèses de doctorat. Et ça n'a rien expliqué et rien prévu. En résumé, en matière de démarche scientifique, pour la physique, c'est toujours la même chose. Le seul argument sur lequel on peut fonder une revendication pour un modèle, c'est le fait qu'il rende compte d'un maximum d'observations et d'expériences avec le minimum d'hypothèses. Dans le cas du modèle Janus, les hypothèses sont de nature purement géométrique. Pour le moment, elles se traduisent même simplement par ces deux équations de champ couplé, qui résument tout. Il existe un fondement algébrique de toute cette démarche, et tous les scientifiques l'ont sous le nez. Il suffit simplement, par exemple, de regarder la loi de Newton. Là, vous avez une dérivée seconde par rapport au temps, donc elle est invariante en changeant t en moins t. Prenez ce qui était jusqu'à présent l'équation de la cosmologie, c'est-à-dire l'équation de Friedman, issue de l'équation d'Einstein, eh bien, vous avez une dérivée seconde de R par rapport au temps, alors elle est invariante en changeant t en moins t. Mais toutes les idées, vous les avez sous les yeux, elles vous crèvent les yeux. Les équations de Maxwell sont également CPT invariantes, constat qui a été à la base de mes deux notes compte rendues à l'Académie des sciences de 1977, c'est-à-dire il y a 40 ans, avec des titres assez évocateurs,
univers énantiomorphe à temps opposé, et puis univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps. Là, je fais une courte remarque qui s'adresse au niveau maths sup. Pour faire apparaître cette CPT invariance dans les équations de Maxwell, il faut d'abord inverser la charge électrique, ce qui a pour effet d'inverser le champ électrique E, la densité de courant J, le potentiel V et la densité de charge électrique ρE. Ensuite, on inverse le temps. Maintenant, comment négocier la P-symétrie, c'est-à-dire cette symétrie droite-gauche? Eh bien, on inverse tout simplement le produit vectoriel. Voilà, fin de cette remarque. Je pourrais vous montrer que cette propriété algébrique s'étend à toutes les équations de la physique. L'équation de champ est invariante, l'équation de Schrödinger, les équations de Boltzmann, de Vlasov, tout ça, c'est invariant en changeant le temps en moins le temps, en inversant l'espace et en inversant les charges. Vous savez, finalement, un chercheur n'a pas besoin d'un attirail mathématique considérable. Il faut simplement qu'il se pose des questions. Alors, vous avez les petits chercheurs qui se posent des petites questions, alors ils obtiennent des petites réponses. Pour avoir des grosses réponses, eh bien, il faut se poser des grosses questions. Et souvent, ces grosses questions, on les a sous le nez depuis des décennies. Simplement, personne n'ose les poser. Pour être un bon chercheur, il faut oser, il faut avoir du culot, il faut être un s'aventurier. L'algèbre et la géométrie se répondent totalement. Lorsque vous avez une symétrie dans une équation, une symétrie qui apparaît de manière algébrique, en changeant t en moins t, m en moins m, c en moins c, etc., eh bien vous avez la même chose sur le plan géométrique. Et évidemment, c'est plus subtil à expliciter. Mais la géométrie se cache derrière cette propriété de symétrie algébrique. Quand on pense par exemple à ce point de départ qui est constitué par le modèle des univers jumeaux de Sakharov, on pourrait se dire, mais où est-ce qu'il a été chercher une chose pareille? Un deuxième univers avec la flèche du temps opposée, qui soit énantiomorphe, avec des charges électriques opposées. Simplement, toutes les équations de notre physique sont CPT symétriques. Et Sakharov s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième univers qui serait CPT symétrique? Et cette CPT symétrique, c'est la clé de Janus aussi. Au passage, allez vérifier, dans Wikipédia par exemple, le dieu Janus, c'est pas seulement un dieu qui a deux visages, c'est aussi un dieu qui regarde à la fois vers le futur et vers le passé. En supposant que ce travail ait eu comme point de départ des considérations algébriques, ce qui n'est pas tout à fait la vérité, eh bien, comment le traduire de manière géométrique? Ça nous emmène à l'article que j'ai fait paraître en 1994 dans Nuovo Cimiento. Si vous en êtes curieux, vous pourrez le télécharger à l'aide de cette adresse. Bien, je vois maintenant que ça fait 32 minutes de vidéo. Ce qui va suivre va représenter la traduction géométrique de ce que je viens d'expliquer. C'est pour ça que ça doit être dans la même vidéo. Mais, je suggère que vous allez prendre un bon bain, ou vous faites une sieste ou une marche. Ensuite, vous vous munissez d'aspirine. Et alors vous reprenez cette vidéo parce que je vous préviens, ça va secouer. Reprenons l'article que j'avais publié en 1994 dans Nuovo Cimiento. Voilà une illustration. Et là, vous trouvez tout de suite l'idée géométrique clé qui consiste à considérer un espace fermé sur lui-même, représenté ici en 2 dimensions par une sphère. Et puis on prend 2 points antipodaux et on les amène en coïncidence. Et ça, c'est valable à 2 dimensions, 3, 4, 5, etc. Bon, à 2 dimensions, ça donne ce qu'on appelle une surface de Boyle. Et là, je vous envoie immédiatement vers le topologicon. Vous comprendrez au passage pourquoi c'est pas facile de faire passer ces idées, parce qu'il y en a trop d'un coup. Pour comprendre cette géométrie Janus, il faut avoir lu et assimilé le topologicon. Notez au passage la date de parution de l'album, 1985, c'est-à-dire 9 ans avant l'article de Nuovo Cimiento qui est de 1994. Et pourquoi? Eh bien, quand on veut publier un travail complètement innovant et qui se trouve en dehors des sentiers battus, eh bien, il faut être lu et compris. Et pour ça, il faut des années et 48 essais. Ça a été mon cas.
Dans cette bande dessinée, vous allez donc retrouver en préprint toutes les idées géométriques qui sont à la base du modèle Janus. C'est-à-dire un univers fermé sur lui-même sur le plan spatial, avec un Big Bang figuré par le pôle nord d'une sphère et un Big Crunch figuré par son pôle sud. L'équateur de cette sphère S2 représente l'état d'extension maximale de l'espace qui est ici un simple cercle. Quant au temps, eh bien, il s'écoule selon ce qu'on appelle des lignes d'univers qui sont représentées par les méridiens de cette sphère. Le temps s'écoule alors du Big Bang, représenté par le pôle nord, jusqu'au Big Crunch, qui est au pôle sud. Ici, vous avez un des personnages, Sophie, qui amène l'idée clé qui consiste à mettre en conjonction deux régions de l'espace-temps qui ont des flèches du temps opposées. À côté du personnage, on voit une bande équatoriale sur laquelle on a figuré la flèche du temps qui va vers le bas. Et puis, un peu plus loin, la façon dont cette bande a été configurée selon le revêtement d'un ruban de Möbius à 3 demi-tours. Et on voit que les régions adjacentes ont des flèches du temps opposées. Dans la bande dessinée, à partir de la page 41, vous avez un certain nombre de séquences animées et le repliement de la bande équatoriale selon un ruban de Möbius à 3 demi-tours, c'est la séquence C. Et alors si vous pouvez feuilleter cet album, vous avez une animation. Et ici, une étape intermédiaire où on voit cette bande qui est en train de se contorsionner. Et elle ne pourra évidemment se configurer comme le revêtement d'un ruban de Möbius à 3 demi-tours que si elle peut s'auto-traverser. Comme on le voit sur les figures de droite dans l'étape représentée sur la page 59. En vous présentant ces animations, je vais essayer de modifier des câblages dans votre encéphale, de vous faire penser autrement, de faire de vous des mutants en quelque sorte. Donc, regardons cette image. Dans le premier dessin à gauche, ça représente en fait un ruban de Möbius à 3 demi-tours. Et on va le faire pousser comme un coquillage. Le second dessin, c'est son bord, qui est d'un seul tenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, imaginez une couturière qui est entre les mains un ruban de Möbius à 1,5 ou 3 demi-tours. Si elle veut faire un ourlet sur ce ruban, elle procédera en une seule fois. Le troisième dessin évoque la jante d'une roue de bicyclette avec quelques rayons qui joignent alors des points antipodaux. Quatrième figure, tournée de 90 degrés, c'est le voisinage de l'équateur de notre sphère espace-temps où j'ai indiqué les flèches du temps. Dans le dessin suivant, dans l'ordre, à partir de la gauche, le coquillage en ruban de Möbius à 3 demi-tours se met à pousser. Quant aux rayons de la roue de bicyclette, ils se raccourcissent et celle-ci commence à se tortiller. Là, la croissance du coquillage à gauche s'accentue selon son bord unique. En effet, regardez le dessin à côté, le bord d'un ruban de Möbius, qu'il est un demi-tour ou 3 demi-tours ou un nombre impair de demi-tours, eh bien c'est un bête cercle. Ici, la poussée de notre coquillage en ruban de Möbius à 3 demi-tours, à gauche, le fait se refermer comme le diaphragme d'un appareil photographique. Dans un espace tridimensionnel physique, cette croissance serait ainsi stoppée, on serait bloqué. Mais nous sommes dans le monde des mathématiques, où les objets peuvent se traverser, dans ce qu'on appelle le monde des immersions. Ainsi, sur la figure de gauche, les trois nappes au centre vont ainsi pouvoir se croiser en donnant naissance à un point triple T, par lequel passent trois segments qui constituent l'amorce d'un ensemble d'auto-intersections. À droite, la jante de la roue de bicyclette se tortille de plus en plus. Il faut se dire une chose, c'est que si on prenait une roue de bicyclette et qu'on trempe ses rayons dans un produit qui est décrit dans le topologicon, qui s'appelle du rétrécissol, qui a comme propriété de faire que les objets se raccourcissent en se parcourant eux-mêmes. Eh bien, votre roue de bicyclette prendrait exactement la forme indiquée. Dans le dessin suivant, à gauche, notre coquillage continue à croître en s'auto-traversant.
Dans le dessin d'à côté, le bord circulaire évolue, de même que l'ensemble d'auto-intersections. Puis on arrive au dessin de la jante de la roue de bicyclette, dont les rayons se sont raccourcis, et cette jante arrive à ce moment-là à se coincer. Donc dans un monde physique, si vous rouliez sur une bicyclette dont les rayons auraient été trempés dans du rétrécissol, eh bien l'histoire s'arrêterait là. Mais encore une fois, nous sommes dans le monde des mathématiques, dans le monde des immersions, où les jantes des roues de bicyclette peuvent s'auto-traverser. Dans les deux images suivantes, l'auto-traversement de la jante de la roue de bicyclette commence à s'opérer. Cette jante qui est aussi le voisinage de l'équateur de notre espace-temps à deux dimensions. Puis alors à gauche, eh bien, le coquillage continue à pousser et l'ensemble d'auto-intersections se développe. Je conviens que ces images sont sacrément difficiles à lire. Et si vous voulez en apprécier toute la substantifique moelle, il vous faudra probablement revoir cette séquence un certain nombre de fois. Toujours est-il que dans cette étape-là, ce qui est à noter, c'est le deuxième dessin, où vous voyez la courbe d'auto-intersection qui s'est détachée du bord et qui a pris cette forme trifoliée caractéristique qui est la courbe d'auto-intersection de la surface de Boyle que vous voyez s'esquisser de plus en plus sur la figure de gauche. Concentrez-vous sur le deuxième dessin. Je vous repasse l'étape précédente et là, clac, vous voyez cette courbe d'auto-intersection se détacher du bord. Dans ce qui suit, on voit simplement évoluer cet étrange coquillage à gauche qui continue de faire pousser de la nacre sur son bord circulaire. Troisième dessin, les rayons de la roue de bicyclette se raccourcissent de plus en plus et on voit se former à gauche la surface de Boyle. Vous voyez son bord se contracter de plus en plus, tandis qu'à droite, les rayons de la roue de bicyclette se raccourcissent. Là, image de gauche, vous voyez le bord du coquillage qui continue de se contracter. Ce n'est plus qu'un cercle qui va se réduire à un point. Troisième figure, les rayons de la jante de la roue de bicyclette sont presque totalement contractés. Enfin, sur la figure de droite, la bande bilatère, qui est le voisinage de l'équateur de notre espace-temps bidimensionnel, s'est presque totalement replié le long d'un ruban de Möbius à 3 demi-tours. Et là, on ne le voit pas bien sur la figure, mais je vous le montrerai autrement. Les flèches du temps sont en opposition. Bon, maintenant, image finale. Le bord du coquillage a disparu. Il ne reste plus deuxième image que la ligne d'auto-intersection. Alors à gauche, évidemment, c'est la surface de Boyle. Troisième image, la jante s'est recollée sur elle-même, tandis qu'à droite, quatrième image, le temps est devenu inorientable. C'est-à-dire qu'on a superposé les flèches qui vont vers le passé et les flèches qui vont vers le futur. Et j'ai représenté ça avec des segments qui portent des pointes de flèches à leurs deux extrémités. Vous remarquerez que ce ruban à 3 demi-tours s'inscrit sur une surface de Boyle selon son équateur. En fait, c'est pas la surface qui est à gauche parce que je me suis trompé. Le ruban de Möbius qui est à la quatrième figure à droite se mettrait sur l'image en miroir de la surface de Boyle qui est à gauche. Là, je vous repasse toutes les images. Concentrez-vous sur l'image de gauche. Vous voyez donc que quand on prend un ruban de Möbius à 3 demi-tours et qu'on considère que c'est un coquillage qui a sa coquille qui pousse, eh bien lorsque cette coquille pousse, eh bien, ça se transforme en surface de Boyle. Bien, ici une première image. Je vous montre l'équateur de cet espace-temps à deux dimensions, avec ces flèches du temps qui sont toutes orientées vers le bas. Dans l'animation que j'ai détaillée tout à l'heure, on est parti de l'équateur de l'espace-temps qui est en haut et à gauche, et puis on l'a replié suivant le revêtement double d'un ruban de Möbius à 3 demi-tours. Le plus petit des dessins qui se trouve à gauche montre effectivement que la surface de Boyle possède un voisinage qui est un ruban de Möbius à 3 demi-tours, qu'on peut considérer comme son équateur à elle. Mais la surface de Boyle possède également
des méridiens qui sont des bandes de Möbius à un demi-tour. Donc on va faire l'opération consistant à replier une bande sur ce méridien à un demi-tour. Ça va être plus facile. Simplement, c'est une opération que vous pourrez faire vous-même, et il faut l'avoir fait soi-même pour se convaincre, parce que comprendre, c'est croire. Alors quand vous l'aurez fait une fois, vous direz, effectivement, je peux replier une sphère sur une surface de Boyle, ce qui n'est pas évident. Bien, je vais amener maintenant cette bande à se traverser elle-même. Vous voyez comment je fais, c'est pas facile. Je coupe la bande de papier, hop, et je vais la rescotcher de l'autre côté. Ce qui fait que ma bande sera comme ceci. Voilà à quoi elle ressemble après ce traversement. Maintenant, il va falloir que j'opère une rotation de presque 180 degrés à l'endroit où j'ai les doigts qui pincent la bande. Là, sur cette image fixe, les flèches blanches indiquent comment doit être opérée cette rotation. J'ai essayé de filmer l'opération, mais vraiment, on ne voit pas grand-chose. Ce qui fait que ça va être à vous de vous débrouiller pour faire en sorte que cette bande se recolle sur elle-même. Et vous voyez que là, par exemple, j'étais parti d'une sphère qui était beige à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et puis là, je l'ai repliée de façon à ce que le blanc ait disparu. Elle est devenue unilatère. Unilatère, c'est-à-dire que si je parcours ce ruban de Möbius, j'en fais le tour, je reste sur du beige. Donc là, vous allez comprendre comment on fait pour retourner une sphère. Parce que supposer que ce soit fait sur toute la surface de la sphère, ça veut dire que j'ai pu amener en coïncidence tous les points de la sphère avec leur antipode. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux amener ces deux nappes à se traverser totalement elles-mêmes. À ce moment-là, je vais le faire simplement en faisant tourner la bande comme ceci, voilà. Ce qui fait, regardez ce qui s'est passé là. Eh bien, j'ai fait disparaître le beige, j'ai plus que du blanc. Donc, autrement dit, la surface s'est auto-traversée, et si je refaisais l'opération inverse, eh bien, j'aurais une sphère blanche à l'extérieur et beige à l'intérieur. Donc, ça y est, vous avez compris qu'on peut retourner une sphère. Je vois qu'il a fallu 10 minutes de vidéo pour vous expliquer tout ça. Toutes ces manipulations opérées sur un espace-temps à 2 dimensions sont là pour vous montrer comment on peut arriver à le configurer de telle manière qu'on ait deux régions qui coïncident et qui aient des flèches du temps opposées. Alors, ce qui est faisable avec du 2D, évidemment, c'est faisable avec du 3D, du 4D, etc. Donc, on aura nos deux univers jumeaux à flèches du temps opposées, comme disait Sakharov. Maintenant, je ne saurais trop vous inciter à vous exercer à recoller des bandes bilatères sur un ruban de Möbius, de façon à ce que vos câblages neuronaux se modifient à l'intérieur. À ce moment-là, vous penserez différemment. Mais ça ne répond pas complètement à la question posée par les internautes, puisque dans cette façon de mettre en coïncidence des antipodes d'espace-temps, eh bien, les régions de l'espace-temps en coïncidence étaient énantiomorphes en miroir. Alors, comment on va faire pour faire ça? Eh bien, on va prendre une bande de notre espace-temps, et puis sur cette bande, eh bien, on aura la lettre R, vous voyez, ici, comme une décalcomanie que vous mettrez sur cette bande. Et puis, à ce moment-là, on va replier cette bande. Alors, je vous la représente repliée. Alors, vous voyez, cette lettre R, eh bien, elle coïncide avec sa voisine, qui est la lettre Ya russe. C'est-à-dire, autrement dit, en mettant ces deux bandes en coïncidence, ma lettre R s'est mise en coïncidence avec son image en miroir, son image énantiomorphe. Donc, autrement dit, quand je prends deux régions antipodales de l'espace-temps, aux antipodes spatio-temporels, j'ai à la fois l'inversion de la phase du temps et l'inversion de l'espace. Si vous vous référez à l'article que j'ai publié en 1994 dans Nuevo Cimiento, vous verrez que cette idée selon laquelle le fait de mettre en coïncidence des régions aux antipodes spatio-temporels créer cette énantiomorphie était déjà présente dans l'article. Mais ça n'est pas tout. Revenons à notre espace-temps à 2 dimensions avec le Big Bang au pôle nord et le Big Crunch au pôle sud.
Alors, les flèches du temps, en partant de ce pôle nord, s'éloignent. Et puis, elles convergent au Big Crunch. Maintenant, quand j'amène tous les points de mon espace-temps en coïncidence avec leur antipode spatio-temporel, eh bien, je vais me retrouver avec le revêtement d'un ruban de Möbius. Mais regardez, ça c'est le voisinage du pôle nord, et il est en coïncidence avec le Big Crunch, le pôle sud. Donc j'ai mis le pôle nord en coïncidence avec le pôle sud. Alors à ce moment-là, je peux faire la chose suivante. Pourquoi je ne ferais pas un petit tube qui rejoint les deux? Ici, vous voyez en 2 dimensions à quoi correspond cette géométrie Janus. Je l'ai évoqué à l'aide du revêtement à 2 feuillets d'une surface 2D unilatère, la surface de Boyle. Et j'ai ménagé un passage entre ces 2 régions qui étaient considérées comme un Big Bang et un Big Crunch. Au passage, sur le plan purement mathématique, cet objet n'est plus le revêtement à 2 feuillets d'une surface de Boyle, mais le revêtement à 2 feuillets d'une bouteille de Klein, comme cela est montré dans le topologicon. Bon. Vous voyez émerger les lignes de temps. L'espace est un cercle qui est représenté par un petit cercle rouge. Lorsqu'on remonte dans le passé, l'espace disponible, c'est-à-dire le périmètre de ce cercle, diminue. On arrive à un moment où il n'y a plus assez d'espace pour que les neutrons puissent caser leur fonction d'onde. Comme ils ne peuvent plus exister, alors leur masse s'inverse, et la flèche du temps fait de même. À droite, j'ai représenté une sorte de passage tubulaire qui est en fait un pli, ce qu'on appelle une structure orbifold. En effet, sur le cercle de gorge, on ne peut plus orienter le temps. Cela fait disparaître le questionnement: qu'y a-t-il avant le Big Bang? Ou qu'est-ce que c'est que ce Big Bounce ou ce grand rebond? Je pense que ce sont des questions qui deviennent simplement sans objet. Le temps, dans le modèle Janus, a une extension finie, à la fois vers le passé et puis vers le futur. Vers le futur, on atteint un état d'extension maximale. Et moi, tel que je vois les choses, eh bien, je pense que les particules ont des durées de vie. Elles finissent toutes par se décomposer en rayonnement. Et le voisinage de cet équateur de la surface de Boyle, qui correspond sur un espace-temps sphérique, à l'extension maximale, eh bien, c'est un monde qui est empli de rayonnement. Alors si on revient à cet espace-temps sphérique avec le Big Bang et le Big Crunch à l'autre bout, eh bien, sur un des hémisphères, il y a une histoire avec des particules, il y a même la vie. Et puis sur l'autre hémisphère, s'inscrit ce qu'on pourrait appeler une anti-histoire. Ici, je reviens sur ce schéma de repliement de mon espace-temps 2D sphérique selon le revêtement d'une surface de Boyle. En bas, à gauche, vous avez le système complet de méridiens et de parallèles, et à droite, les méridiens seuls, qui représentent les lignes de temps, et qui se croisent dans ce que je représentais ici par un point, un pôle unique. La surface de Boyle n'a qu'un seul pôle. Un pôle que j'ai remplacé par un passage tubulaire. Ici, une figure qui illustre ce passage de la sphère au revêtement de la Boyle. En haut, vous voyez ce passage tubulaire qui fait disparaître l'instant zéro. Et en jaune, j'ai représenté cet état d'extension maximale. Tout à l'heure, j'avais représenté cette région comme une bande de Möbius à 3 demi-tours, en serrant la surface. En fait, il faudrait faire glisser cette bande le long de la surface pour l'amener sur sa ligne d'auto-intersection. Mais si je l'avais représenté de cette façon, que l'on peut qualifier à ce moment-là d'équateur de la surface de Boyle, cela aurait été difficile à comprendre. D'ailleurs, ce mot équateur, c'est vite dit, puisque un équateur sur une sphère, cela opère une partition de la sphère en 2 hémisphères, en 2 demi-sphères, qui topologiquement sont équivalentes à des disques. Alors que sur une surface de Boyle, cette espèce d'équateur ne partage rien du tout, puisque les 2 parties de surface qui sont de chaque côté sont d'un seul tenant. Une surface de Boyle, c'est un disque que l'on recolle sur lui-même. Cette surface qui a des propriétés assez magiques et qui finalement
est l'objet vedette de tous les instituts de mathématiques de la planète, a été inventé au début du siècle par le mathématicien Werner Boy, qui était un élève de Hilbert. Alors, vous comprenez que c'est l'objet conceptuel sans lequel on a beaucoup de mal à expliquer cette géométrie spatio-temporelle Janus à partir de ces modèles à 2 dimensions. Cela serait évidemment infiniment plus commode si je pouvais vous envoyer vers un musée comme le musée de la Villette ou le Palais de la Découverte de Paris pour que vous puissiez être en contact direct avec un objet de ce genre. Dans les années 80, j'ai été enseignant en sculpture à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Et dans mon atelier, j'ai pu faire un certain nombre de découvertes, comme par exemple le fait qu'on pouvait doter la surface de Boy de méridiens qui formaient une famille d'ellipses. Et vous voyez ici un de mes étudiants qui tient la maquette avec laquelle on a pu découvrir ça. En confiant cette maquette au fils de Jean-Marie Souriau, Jérôme, celui-ci a fait des mesures avec un rapporteur, une règle, et on a pu construire la première représentation mathématique de la surface, ce qui a donné lieu à une nouvelle note au compte-rendu de l'Académie des sciences que vous pourrez télécharger à l'adresse ci-dessus. Cette publication de mathématiques se termine par un jeu d'équations, et vous les retrouverez à la fin de la bande dessinée Le Topologicon. Vous pouvez programmer ça et construire vous-même vos images de synthèse de la surface de Boy. Voilà le petit programme basique. C'est ce qui a permis en 1981 d'obtenir les premières images de synthèse de la surface de Boy, mais comme les équations n'étaient pas parfaites, alors il restait des espèces de plis près du pôle. Là, regardez. Ceci étant, est-ce qu'on peut voir une surface de Boy dans un musée français? Dans les années 80, on avait fabriqué un beau modèle d'1,50 m d'envergure dans mon atelier des Beaux-Arts. Et je l'avais offert au Palais de la Découverte, où le département de maths était tenu par mon ami Jean Brett. Mon vieil ami Jean Brett qui vient de mourir en 2017, l'année dernière. Alors il a été exposé pendant 20 ans dans la salle Pi, la salle où se trouvent peintes sur les murs les décimales de Pi. Mais Jean Brett est parti à la retraite en 2004, il y a eu un changement de direction et on a estimé qu'on avait assez vu cet objet. Alors le Palais des Découvertes a voulu s'en débarrasser, alors moi je l'ai récupéré, et il était beaucoup trop grand pour que je le mette dans ma maison. Alors je l'ai entreposé sur une terrasse pendant 2 ans. J'ai vainement essayé d'en faire cadeau au musée de la Villette et dans tous les instituts de mathématiques français, partout j'ai eu des réponses négatives. Alors comme il commençait à s'oxyder, je l'ai mis en vente et il a été acheté par un médecin belge, le Dr Schnock. En conclusion, pour les internautes belges, ou voir une belle surface de Boy avec un système complet de méridiens et de parallèles, Pierre Schnock est médecin à Charleroi, en Belgique, et je n'ai pas pu le joindre, mais je crois savoir qu'il a fait exposer l'objet dans une sorte de maison de la culture de Charleroi. Je pense que cet objet, la surface de Boy, n'est pas une énième curiosité mathématique, mais que c'est quelque chose qui est conceptuellement important. Et bon, j'émets le vœu pieux qu'un musée français, que le Palais des Découvertes ou la Villette fasse réaliser un objet propre, lisible, et l'expose quelque part. Je reviens maintenant à cette géométrie spatio-temporelle un peu particulière qui évoque une finitude du temps. L'histoire débute dans cette région singulière de l'orbifold et se termine à l'équateur où tout n'est plus que rayonnement et où le temps s'inverse de nouveau pour que l'histoire se conjugue avec l'anti-histoire. Alors il faut comprendre que quand on prend ces 2 hémisphères de l'espace-temps, il y en a un où la vie est présente, où la conscience est présente, et l'autre où elle est absente. Alors est-ce que le concept de temps a un sens quand il n'y a pas d'observateur pour le vivre? Puisque finalement l'histoire c'est nous qui la créons. Les concepts de passé, de présent et de futur, c'est essentiellement lié à la conscience de l'observateur qui vit ce temps. S'il n'y a pas de conscience dans l'univers, il n'y a pas de temps. C'est nous qui créons la flèche du temps. Oui, oui. Non, j'arrête, promis, j'arrête.
J'arrête, on arrête. C'était Dieu au téléphone. Nous terminons cet épisode Janus 24. Il y aura d'autres épisodes et on n'en est pas encore au voyage interstellaire. Mais ça se terminera comme ça. Ceci dit, comme dirait Bergson, à la prochaine.